Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de suivre ce live métier. Donc, comme vous le savez, MyFuture, c'est la plateforme pour trouver les stages, les expériences professionnelles qu'il vous faut. Donc, aujourd'hui, on va parler du système de santé. Donc, on va retrouver Audrey, qui est manipulatrice radio du coup au CHU d'Auxerre, en Bourgogne. Et elle va nous expliquer un peu tout ce dont son métier lui apporte au quotidien, comment elle en est arrivée là. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. Donc, on pourra lui faire parvenir vos questions pour qu'elle vous réponde en direct. Donc, on a avant du coup de commencer, on va tout simplement introduire Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Ça va, prête pour ce live. Donc, on va passer une petite heure ensemble, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Et du coup, on va parler de ton métier, de ce secteur. Donc, tu travailles à l'hôpital d'Auxerre. Pour imaginer un peu tout ça, pour montrer un petit peu de quoi il s'agit donc, aux élèves qui nous suivent, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ou en quelques phrases ton métier principal donc, par rapport à tout ce qui tourne autour de la radio, quel est ton rôle et quelle est ta journée type, par exemple? Eh bien, mon métier il consiste à réaliser des examens en radiologie, que ce soit des radios, des scanners, des mammographies, des radios aussi bien dans les chambres des patients. C'est divers et varié, dans n'importe quelle région du corps. Donc, les journées sont bien chargées, assez variées. D'accord. Quoi d'autre? Là, par exemple, sur la photo, pour les jeunes qui nous suivent, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu le mécanisme, en fait, quelles sont ces machines qu'on voit et comment elles fonctionnent? Bah là, on voit une salle de radiographie standard. Donc, on peut mettre la table en position allongée quand les D'accord. patients ne sont pas valides. Après, on peut la mettre aussi en position verticale, debout, quand les patients sont capables de se tenir debout. Ok. Donc, nous, on se place derrière le pupitre qui a des vitres transparentes, plombées, pour que nous, on ne reçoive pas de rayons. Donc, on réalise toutes sortes de radiographies. Ça peut être des poumons, des membres supérieurs, membres inférieurs, du bassin, de la colonne, on appelle ça le rachis, dorsal, lombaire, cervical. Enfin, voilà, on peut réaliser des radios de n'importe quelle partie du corps. Donc là, ce qu'on voit, c'est par contre à la console d'un scanner. Ok. Donc, pareil, on est toujours derrière une vitre pour pouvoir toujours surveiller nos patients, mais qui sont plombés. Comme ça, nous, on est protégés de tous les rayonnements, on ne reçoit rien du tout. Là, il y a carrément une porte aussi quand il s'agit du scanner. Mhm. Donc, nous, on a différents écrans devant nous pour mettre l'identité des patients, programmer l'examen qu'on va faire. Donc, un scanner, ça peut être varié également. Ça peut être un scanner cérébral, un scanner thoracique pour voir les poumons, les côtes, un scanner abdominal, bien sûr, pour voir tous les organes. Enfin, Ok. très, très varié. C'est vraiment la totale. En fait, tu peux voir vraiment dans chaque individu tout ce qui se passe. Voilà, on peut voir différentes pathologies, c'est-à-dire voilà, différentes maladies, selon les symptômes des gens, où est-ce qu'ils ont mal, ou Mhm. après des accidents de la route, on a des patients qui arrivent par le SAMU, Ok. on a des patients qui arrivent en externe, qui ont des rendez-vous, on a aussi des patients hospitalisés, donc l'hôpital il comporte beaucoup de services. Mhm. Donc on a des gens qui viennent de gynécologie, d'urologie, de pneumologie, voilà, qui sont hospitalisés pour différentes pathologies. C'est D'accord. vraiment, je reviens sur le terme varié parce que c'est ce qui caractérise vraiment notre métier. Ok. Donc, c'est des radios aussi variées les unes que les autres. Je me posais une petite question par rapport aux rayons. Donc, tu parlais du fait qu'il faut en être protégé. Ce serait quoi les risques éventuels justement d'être exposé à ces rayons-là? Bah, les risques, enfin, il faut éviter d'être irradié le maximum parce que ça D'accord. peut induire
des transformations de cellules. Enfin, c'est mauvais pour la santé d'être trop irradié. Donc, nous, comme on pourrait y être exposé tous les jours, on a des contrôles. Donc, si je montre là, on a des petits badges qu'on porte tous les jours au niveau de la poitrine. Et donc, il y en a un qui est trimestriel, qui mesure si on a reçu des rayons dans le trimestre. On le change à chaque fois. Et un qui est journalier. Donc, celui-là, des petits trucs rigolos. Et donc, il est journalier. Comme ça, on contrôle aussi qu'on n'a pas reçu de rayons dans la journée qu'on vient de passer. À la fin, on le passe dans une machine qui nous dit si c'est bon, on n'a rien reçu. Donc, on sait que tout va bien. Okay. Donc, c'est très utile d'avoir ces petits outils-là au quotidien dans ton métier. Bah, c'est indispensable. Il faut contrôler que nous, on n'est pas exposé au rayonnement parce que c'est notre profession. Sinon, on en recevrait tous les jours. Ouais. Vaut mieux éviter, en effet. Alors, on a juste une petite question de Pierre qui demande comment on apprend à lire une radio. Alors là, c'est pas mon métier. Manipulatrice en radiologie, nous, on réalise les examens. Okay. C'est une confusion que les gens y font. Ouais. Ils pensent que nous, on interprète leurs examens. Donc non, nous, on les réalise, leurs examens. Après, il y a le radiologue et c'est lui qui interprète, lui ou elle, c'est un médecin, qui interprète les radios, les scanners et qui fait le diagnostic s'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose de cassé, enfin. Donc, ce n'est pas notre rôle de lire les images. Après, évidemment, avec l'habitude des années, on voit quand même les fractures, on voit ce qui est cassé ou ce qui peut être anormal. Mais ce n'est pas notre rôle, on n'est pas médecin. Ok, c'est intéressant parce que même moi, j'avoue que j'avais en fait dans mon imaginaire, le rôle de la personne qui fait la radio était le même que le rôle de la personne qui l'analyse du coup. Donc c'est intéressant d'avoir cette différence-là en tête. Il y a une question de Solange Heurtier, donc, qui est une professeure, qui vous remercie pour ce live et qui demande quelle spécialité conseillez-vous de prendre au lycée pour faire votre métier? Alors, il y a différentes voies pour arriver à ce métier. Donc, au lycée, moi, j'ai pris, par exemple, la voie du bac scientifique. Après, il y a d'autres sortes de bacs qui peuvent conduire à ce métier. De mémoire, je crois qu'il y a le bac SMS. Peut-être il existe encore le bac de la technique de laboratoire. Et donc, quand on obtient le bac, après, on peut postuler soit dans un DTS, c'est le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Soit il y a le DE également. Le DE, c'est un peu comme le métier d'infirmière. Donc, le DE, c'est un diplôme d'État. Donc, les deux voies, de toute façon, se font en 3 années. Donc, 3 années, on peut dire que c'est quand même des études courtes. Au cours de ces études, il y a une grosse partie qui se fait en stage et une autre bonne partie qui se fait sous forme des cours. Donc, c'est vraiment une alternance de cours et de stages qui nous font, au bout des 3 ans, être bien prêts pour exercer le métier au bout de 3 ans. Ok. Donc oui, c'est vraiment cette ambivalence entre théorie et pratique qui est en fait essentielle du coup, pour bien assimiler toutes les bases. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi que donc, à la fin des 3 années, on peut exercer différents métiers. Donc, il y a le métier de manipulateur en radiologie, là, pour tout ce qui est ce que je vous expliquais, les scanners, les radios, les mammographies. Mais il y a également la partie traitement des cancers qui se fait en radiothérapie. Donc, notre diplôme permet aussi d'exercer en radiothérapie. Donc, on a des stages qui se font dans ces centres-là. Et troisième profession aussi, c'est la partie médecine nucléaire, là, tout ce qui est la réalisation des scintigraphies, donc c'est d'autres sortes d'examens, scintigraphie osseuse, scintigraphie pulmonaire, où on réalise des injections de produits qui après permettent de réaliser des images pour chercher telle ou telle pathologie. Donc voilà, à savoir que ce diplôme permet quand même de réaliser 3 professions différentes finalement. C'est une information importante à connaître, parce que c'est pas très restrictif, donc il y a plusieurs voies possibles en tout cas. Voilà, je pense que ça peut vraiment plaire à un grand nombre de
de jeunes parce que ça ouvre à différentes voies qui peuvent être vraiment très différentes les unes des autres. En effet. Qui peuvent plaire autant aux garçons, aux filles. Bien sûr. Selon ceux qui préfèrent peut-être la partie physique, aimeront peut-être se tourner vers la radiothérapie, parce qu'après, il y a encore des spécialités peut-être dans la dosimétrie, c'est l'étude pour savoir les organes, quelle dose ils peuvent recevoir, de rayonnement. Enfin, il y a vraiment des spécificités qui peuvent plaire à toutes sortes de jeunes. Hein. Ok. Bah justement, parlant de jeunes, on a une question de Clémentine, donc qui est en 3e, qui demande si tu portes des blouses tous les jours. Eh bien oui, comme je ne m'habille pas en blanc tous les jours, je suis en blouse, donc le haut et le bas qu'on ne voit pas. Mais donc on arrive, on a des vestiaires, on pose nos affaires externes, nos sacs et on n'est qu'en tenue toute la journée. D'accord. Donc on est très à l'aise. On a des chaussures aussi particulières. Hein, ouais, de sécurité. Des sortes de sabots en plastique. Hein. Qui ont quel but? Pour être à l'aise, je pense. Ok. Et l'hygiène, bah oui, parce que les chaussures extérieures, c'est mieux de ne pas les porter. Il y a des collègues qui travaillent en basket et donc là, ce sont des baskets dédiées que pour le travail ici. D'accord. Ok. Alors du coup, bon, on a pu voir un peu ces différentes photos. Par rapport au parcours, donc on en a brièvement parlé. Est-ce que tu peux expliquer toi ce que tu as fait après ta 3e, après le bac? Enfin, du coup, c'est écrit, mais est-ce que tu pourrais détailler pour tous les élèves qui nous regardent, que ça leur donne des pistes de réflexion plus concrètes? Donc après la 3e, donc j'ai choisi un bac général, plus particulièrement le bac S. Ok. Après, ce n'était pas le seul bac qui permettait d'accéder à ce DTS ou bien à ce DE. Ouais. On aurait pu mettre différents bacs comme le bac SMS ou je crois STL, si ça s'appelle toujours comme ça. Non, ça s'appelle plus comme ça. Il y a pas mal d'évolutions concernant justement les baccalauréats, sachant le bac scientifique qui n'existe plus, c'est maintenant plutôt des majeurs, enfin des matières qui sont choisies par les élèves. Je suis trop vieille. Moi, donc je précise, ça fait 15 ans que j'ai eu mon bac, donc il y a des noms qui ont changé. Oui. Des noms qui ont changé, donc il faut se renseigner quel bac conduise à cette formation, mais voilà, il y a le choix entre différents bacs, que ce soit des bacs. Il faut quand même, il faut quand même aimer donc tout ce qui est biologie, mathématiques, physique, parce qu'après il y a une grosse partie d'anatomie évidemment. Il faut connaître voilà on apprend pendant ces 3 années vraiment l'anatomie complète, que ce soit au niveau des noms des os, des noms des organes, des artères, des veines, enfin c'est des muscles, des ligaments. C'est pas trop compliqué de se rappeler d'absolument tous ces muscles, de tous ces mots. Au fur et à mesure des années, ça s'oublie pas ou ça se passe comment pour toi? Il y a une partie qu'on oublie un peu forcément. Ce qu'on voit le plus souvent, on n'oublie pas. Les noms des os, ça reste. Après, les noms plus particuliers des nerfs ou des choses plus spécifiques, là, on les voit beaucoup moins, donc ça s'oublie un petit peu. Mais après, quand on les relit quand on est curieux, qu'on lit les comptes rendus, on retrouve des mots qu'on avait vus en cours, donc ça peut revenir. Ou alors après, on a toujours des livres pas loin, on peut se redocumenter. Voilà, c'est un métier où dès qu'on est curieux, de toute façon, on peut se rappeler ce qu'on avait appris et voir les liens avec des cas en vrai. Hein, ce qu'on a appris, on y retrouve dans la réalité. Donc, c'est ça qui est. On fait le lien et toute la carrière, on peut retrouver des choses qu'on avait appris. Je pense que c'est très riche. On s'ennuie. Justement, après le bac, donc tu as fait un DTS. Il y a Clémentine qui demande ce que c'est qu'un DTS. Alors, le DTS, ça veut dire diplôme de technicien supérieur. Finalement, c'est comme un BTS, le brevet de technicien supérieur, mais qui se fait en 3 ans. D'accord. Donc, ça fait quand même partie des études courtes. 2-3 ans, c'est vraiment des études courtes. On peut être amené à travailler en sortie de bac. Finalement, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais
à peine 21 ans, donc Mmh. on peut commencer à travailler vraiment tôt. Et suivi d'un DE du coup? C'est l'un ou c'est l'autre. C'est OK. BTS ou DE, c'est pas les 2. D'accord, C'est d'accord, soit OK. l'un, soit l'autre, mais les 2 se font en 3 ans, en tout cas. D'accord. Donc toi, tu as fait le choix de faire un DTS plutôt qu'un DE, pour des raisons particulières ou non? Moi, il y a donc à peu près 15 ans, c'était juste le moyen d'y entrer qui était différent. Donc le DTS, c'était, recrutement sur dossier. Je D'accord, fournissais les bulletins de toutes mes années lycée. OK, Après le DE, c'était recruté sur concours. Voilà, la d'accord, différence, c'est soit concours, soit dossier. OK. Et aujourd'hui, c'est Parcoursup. Et donc quand tu as été diplômé de ton, DTS, directement tu es rentré donc, dans le secteur privé en CDI ou tu as fait d'autres choses avant, après? Alors à la sortie des études, c'est là qu'on a, différents choix, que ce soit, la fonction publique, hospitalière, Mmh. ou bien travailler dans le privé, ou travailler en cabinet. Enfin, il y a vraiment différents choix. Donc c'est selon, au cours des 3 ans, tous les différents stages que l'on fait, ça nous permet de découvrir, ce qui nous plaît le plus comme endroit, que ce soit une petite structure, une grande structure, un hôpital, enfin vraiment on décide, d'où on veut travailler petit à petit, en fait. On a le temps de la réflexion. D'accord. Après, c'est là qu'on peut aussi évoquer, les les engagements, au cours des études. Il me pose la question là, c'est, finalement, Parler du contrat d'allocation études. oui, mais moi je m'y connais pas là. Je sais pas si je peux intervenir. Là, je fais intervenir mon cadre, vous voyez, Ouais, bien sûr, bah, si c'est, oui, oui, bien sûr, il y a pas de parce que souci là, pour, c'est pour aussi le intégrer, domaine. l'alternance et tout ça, c'est très, très bénéfique pour les jeunes qui nous regardent, donc Bon, bah, avec plaisir. bonjour à tous. Alors moi, je suis le cadre du service d'imagerie de l'hôpital d'Auxerre, hein. Et effectivement, voilà, pour apporter un petit peu ce complément d'information aujourd'hui, par exemple sur l'hôpital d'Auxerre, on propose, dans la mesure où la profession de manipulateur est une profession qui est très recherchée, hein, dans laquelle il y a du travail partout en France. Et bien nous, sur l'hôpital d'Auxerre, on propose aux étudiants soit deux choses, soit ce qu'on appelle des contrats d'allocation études, c'est-à-dire en fait, tout simplement, hein, quand vous faites vos études, ben, vous êtes rémunéré par l'établissement à hauteur d'une somme forfaitaire, ça dépend des établissements, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et puis ben, derrière, ben, vous avez un travail qui vous tend les bras à la sortie de votre diplôme. La deuxième option, ce que nous, on met en place à partir de l'année prochaine, par exemple, sur le centre hospitalier, c'est le contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'apprentissage, hein, il est basé sur le modèle avec les centres de formation, les STIFA et tout ça. Mmh. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui existe pour les professions paramédicales, qu'on réactive, nous, ici, et qui permettent effectivement à tous les étudiants qui sont âgés entre 16 ans et 25 ans de faire cette formation et puis de le faire sous forme d'un contrat d'apprentissage, ce qui est très, très intéressant pour les étudiants, hein, puisqu'en fait, vous rentrez dans la vie active Mmh. tout en étant formé. C'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant, parce qu'en fait, bah, vous avez une rémunération, hein, qui va en fonction de votre âge, je crois en première année, on doit être aux alentours de 58% du salaire minimum, jusqu'à la troisième année, donc à la dernière année de formation, qui va à 97% de votre futur salaire. Mmh. Donc c'est une voie qui est très, très intéressante pour financer sa formation, en fait, hein. Ah bien sûr. Et puis, au bout, vous avez un travail. Voilà, hein, donc ce sont des éléments qui sont très, très importants et qui peuvent, à mon avis, enfin, moi, je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je le ferais, quoi. Donc c'est des éléments qui sont plutôt rassurants. Complètement, hein, de toute façon, le secteur de la santé est un secteur où, on trouvera du travail, tout le temps, hein. Il y a une forte demande dans le secteur hospitalier notamment, hein. Et voilà, les jeunes aujourd'hui qui veulent s'investir dans ce système-là auront un travail. Comme dit Audrey, c'est une formation courte, 3 ans. Mmh. Mais au bout de 3 ans, vous avez un travail. Et vous avez un travail qui est varié, qui est avec les patients, qui est technique et qui est relationnel à la fois. Donc, c'est très Ouais. intéressant. Voilà. OK.
Bah, merci beaucoup pour ces informations et ces détails. Je pense que ça aidera plus d'un jeune qui nous suivra. Donc, merci beaucoup, c'est très clair. Parfait. Et je vous repasse Audrey. Merci. Et ben justement, Audrey, je voulais savoir, toi personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier, en fait, à rentrer dans le secteur médical et de manière plus spécifique en radiologie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé ou c'est vraiment le destin, le hasard qui t'a amené là? C'est quoi déjà? La première chose qui m'a poussée à faire ce métier, ça a été le côté relationnel parce que j'ai trouvé que dans ce métier, on se sent vraiment une utilité auprès des gens et d'ailleurs, ils nous le disent souvent, merci de votre patience, merci de votre gentillesse. Voilà, c'est important pour eux de trouver des personnes à leur écoute, qui ne sont pas là que pour réaliser des examens, qui les mettent à l'aise. Voilà, tout ce côté relationnel, c'est très important. Après, l'autre côté aussi, travail d'équipe, parce qu'on est loin d'être seul. On travaille vraiment tous ensemble. On s'aide. Il y en a qui sont un peu plus calés dans certains examens que d'autres. Enfin voilà, on va vraiment s'entraider constamment. Après, ce que j'ai aimé, c'est le côté activité, oui, très variée. Ah bah tiens, il y a mes petites notes. Oui, j'ai dépassé la scène suivante. Horaire de travail variable, oui, ça c'est quelque chose qui peut plaire, hein, comme ne pas plaire, en fait, ça dépend des personnes, mais moi je trouve que c'est un avantage d'avoir des horaires variables. Donc on peut commencer soit très tôt le matin, donc c'est nous par exemple, c'est ou des horaires de journée, donc un peu comme tout le monde, c'est des 9h, 17h, ou après en horaire de soir, ça va être des 13h, 21h, ou 14h, 21h. Donc, ça libère soit des matins, soit des après-midi. On peut être amené à travailler des week-ends. Donc, ça revient à peu près une fois par mois dans notre cas. Donc, ça libère après des journées en semaine. Quand on travaille les week-ends, on a par exemple le vendredi, le lundi de repos. Enfin, ça libère des journées en semaine. On n'a vraiment pas de routine. On ne travaille pas du lundi au vendredi. Chaque semaine, on a un planning en avance, bien évidemment, pour s'organiser dans nos vies de famille ou dans nos vies privées. On a un planning qui est donné en avance et on sait quel week-end on va travailler. Enfin, ça nous permet de nous organiser. Ça, c'est pas de routine. D'accord. Et donc, pour toi, c'est plutôt un point positif, cette flexibilité? Oui, pour moi, c'est un point positif, oui. Alors, dans les points que tu préfères aussi, tu as donc écrit s'adapter à chaque situation relationnelle. Donc, comme tu le disais juste avant, c'est ça qui t'a aussi poussé à faire ce métier, le relationnel et le contact humain finalement. Il faut aimer le contact humain, ça c'est une certitude, que ce soit donc avec des enfants, on peut être amené voilà, à avoir des tout petits bébés qui viennent pour créer des personnes très âgées. Voilà, il faut être capable de s'adapter à tous les âges, à tous les états physiques des personnes, c'est-à-dire des gens qui sont qui ont mal quelque part, qui ne peuvent pas se lever, il va falloir les aider, il va falloir les soutenir, ou des gens valides qui viennent en rendez-vous, qui sont comme moi, là, qui peuvent se déplacer tout seuls. Enfin, voilà, être capable vraiment de s'adapter à toute situation. Ouais. Donc, ça peut être un peu même physique, si jamais vous devez aider des personnes qui ont besoin de soutien pour se lever, pour se déplacer, pour prendre les radios. Oui, ça, c'est vrai qu'il faut être en bonne condition physique, je dirais. Mais après, on est quand même plusieurs, donc on s'aide. Voilà, quand on tombe sur des patients de tout poids, des gens même d'une centaine de kilos, il faut des fois être à plusieurs. On les déplace de leur lit jusqu'à nos tables de radio, comme on a vu tout à l'heure. Il faut être capable de passer n'importe quel type de patient sur notre table d'examen. C'est le minimum pour pouvoir faire l'examen. Donc, on se met à plusieurs, on a des systèmes de planches, de draps, on glisse les gens en faisant le plus attention possible à ne pas leur faire mal, évidemment. J'imagine. Mais voilà, il faut à plusieurs, on y arrive toujours. On s'adapte à tout.
Tant mieux, c'est le principal. Dans les autres points positifs, donc tu parles de l'évolution technique permanente dans l'imagerie. Est-ce que tu pourrais expliquer ce dont il s'agit pour les jeunes qui nous regardent? Alors, il faut être capable de s'adapter, bah, oui, à des changements de machine, D'accord. moi, ça fait donc 15 ans que je travaille, donc au début, par exemple, j'ai connu la mammographie où on développait, on avait des cassettes, des plaques, on développait en chambre noire, donc ça, c'était la radiologie un petit peu à l'ancienne. Alors que Mhm. maintenant, bah, ça n'existe plus, les chambres noires, il y en a plus. Maintenant, on utilise des plaques qui sont complètement, on appelle ça numérisées. Donc en fait, tout se fait sur l'ordinateur, tout évolue, les machines, voilà, il faut être capable de s'adapter à un changement de machine, on va réaliser la radio d'une autre façon, donc ça évolue vraiment, constamment. Il faut être prêt à s'adapter au changement, donc en même temps, ça c'est pas un métier, où on va s'ennuyer, où on va plus réfléchir, il va falloir s'adapter, à des nouveautés. Ouais. C'est C'est ça qui plusieurs challenges en fait au cours de ta carrière à bah, devoir. pour les gens qui aiment le côté technique, le côté, oui, sans arrêt, réfléchir à s'adapter à des nouvelles machines, Ouais. je trouve que c'est un côté positif encore du métier. Ok. Dans les choses que tu aimes le moins, il y a notamment savoir gérer les charges de travail. Est-ce que tu pourrais développer ce point-là? Alors là, c'est par exemple pour dire, qu'il peut y avoir des situations, un peu stressantes par moment. Quand par exemple, il y a des patients qui arrivent, vraiment, dans un état d'urgence, un accidenté de la route ou bien, quelqu'un qui est accompagné par un médecin du SAMU. Là, il faut savoir, gérer, la situation avec rapidité, avec efficacité. Après, c'est vraiment pas une grosse partie du travail, ça arrive de temps en temps, mais on ne sait jamais, quand ça va arriver. Ça peut être, en pleine nuit, donc parce que nous, on est un métier qui va fonctionner de toute façon 24 heures sur 24, donc en horaire de journée ou bien de nuit, il faut savoir gérer les urgences. Ouais. Et Donc est-ce que tu ça, aurais des conseils justement pour apprendre à gérer tout ça? ah oui, l'épisode. Eh bien, il faut, avec l'expérience, petit à petit, ça se fait, mais quand je vois, même des jeunes collègues, voilà, ils s'adaptent très bien, Ok. après, voilà, on a dû s'adapter également, toute la partie, bah, de l'épidémie Covid, il a Mhm. fallu s'adapter, donc à tout un équipement, à chaque patient qui venait et qui était suspecté ou qui était, vraiment, malade. Il fallait donc mettre la tenue complète, être, respecter des normes d'hygiène, ne enfin désinfecter, encore plus, que l'on faisait habituellement, donc pour pas Mmh. transmettre, à tous les patients, même qui venaient derrière ces patients-là. Donc voilà, toute cette partie, Mmh. C'est des journées bien remplies en fait. Dans tous les cas, tu t'ennuies en pas. fait, les journées, on les voit pas trop passer, donc ce qui est positif dans un travail, c'est de pas voir ces journées passer, je trouve que c'est bien Mmh. Oui, complètement. et les journées se ressemblent pas non plus, donc tout ça, c'est du positif et donc pour des jeunes qui recherchent, un métier où on ne s'ennuie pas, où, on peut évoluer, c'est vraiment un métier que moi je conseillerais dans mon entourage, hein. Mmh. J'entends bien. Et du coup, en fait, les horaires de travail, donc, tu as parlé du fait que c'était assez flexible, mais quels sont les points négatifs, en fait, dans ça? Si tu peux en trouver? Que tu l'as mis, du coup, dans les choses que tu aimes le Oui, moins, toi? ça peut être dans le négatif parce que travailler des jours fériés, travailler des nuits, ça peut être des petites contraintes pour la vie personnelle. Ouais. Être d'astreinte aussi, bon, donc d'astreinte, c'est quand on est chez soi et qu'on Mmh. peut être appelé pour, une urgence. Donc on sait qu'on peut rien organiser ce jour-là, on a un téléphone, il faut être joignable, il faut, se déplacer rapidement, en Ouais. cas d'appel. Donc après, voilà, c'est un côté,
un petit peu plus négatif, on pourrait dire, mais après, on sait que c'est la profession aussi. Après, voilà, financièrement, c'est aussi avantageux de réaliser du travail de nuit, du travail de week-end, de férié. Voilà, il y a aussi cet avantage-là qui est la rémunération derrière, qui va nous amener des primes, voilà, des choses comme ça. Oui, bien sûr, c'est un ensemble de choses à prendre en compte quand on prend le choix de son métier pour tous les troisièmes qui sont ici présents. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions, notamment de Solange Heurtier, qui demande si c'est possible de faire une reconversion professionnelle. J'imagine pour devenir manipulatrice radio. C'est la prof qui va devenir. Une reconversion, oui, c'est toujours possible. Il n'y a pas que la voie post-bac qui permet de faire ce métier-là. Quelqu'un peut-être qui a, je ne sais pas, n'importe quel âge et qui voudrait s'orienter vers ses études, c'est toujours possible. Hein. Il fera comme quelqu'un en sortie de bac, il fera la partie théorique, la partie de stage, et puis au bout de 3 ans, il sera prêt à travailler là où il le souhaite. Ok. Peu importe l'âge, il n'y a pas de barrière spécifique en tout cas. Ah non, il n'y a pas de barrière. Si la personne est prête à se replonger dans 3 années d'études, je pense qu'au contraire, même quelqu'un qui a peut-être fait une année préparatoire en médecine ou une profession dans le médical aussi, mais qui se serait lassé, ben, s'orienterait vers le métier de manipulateur en radio, c'est différent. Ok. Pourquoi pas, tout est possible si la personne est motivée, je pense que tout est possible. Hein. C'est souvent le plus important, en effet. Il y a Clémentine qui demande si tu fais de la radio en 3D. Alors, au scanner, on réalise, oui, des reconstructions. Donc, la machine, comme on réalise des coupes dans les 3 plans, bah, après, on peut reconstruire, oui, avoir une vision d'un os, on tourne, on voit une fracture sous différentes vues. Donc, oui, la 3D, ça fait partie de notre métier complètement. Là, on a dernièrement une nouvelle machine qui réalise des panoramiques dentaires. Donc là, c'est donc beaucoup de dentistes nous demandent tout ce qui est la mâchoire. On peut voir donc les dents. Quand les personnes ont des dents à extraire, tiens, les dents de sagesse, ça peut vous parler. Les dents de sagesse, on veut voir les racines des dents de sagesse, donc pour pouvoir les extraire par les dentistes. Voilà, tout ça, c'est des scanners qui se réalisent et qui permettent de voir en 3D. Ok. Et ça existe depuis quand, les radios 3D? Ben oui, depuis les débuts du scanner, ça existe, mais ça évolue constamment parce qu'on fait des coupes de plus en plus fines, on a une meilleure qualité image, on peut voir, on peut isoler les vaisseaux d'une couleur, les artères, les veines, on peut mettre l'os d'une autre couleur, enfin vraiment individualiser chaque partie, et on voit très très bien, vraiment selon ce qu'on veut voir, on peut adapter différentes choses. Ok, c'est vraiment les progrès de la science qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des radios vraiment utilisables et très utiles. Oui, finalement, c'est dommage qu'on n'a pas d'exemple à montrer. On aurait dû prévoir des images. Après, on avait quelques images sur les premières photos du diapo. C'est vrai que personnellement, je n'y comprends rien. Je ne sais pas si les élèves pourraient déchiffrer quelque chose. Mais justement, il y a une question de Cléa qui demande si c'est possible de mal lire une radio. Alors, pour augmenter les chances de voir ce qu'il y a à voir, après, il peut y avoir plusieurs médecins différents qui voient une radio comme ça. Par exemple, je pense au cas du dépistage en mammographie. Parce qu'on en a entendu parler, on était en octobre, c'était le mois Octobre Rose qui était pour le dépistage du cancer du sein. Donc, par exemple, un radiologue voit un examen de mammographie, donc ce sont les radios des seins. Et pour être sûr que ce radiologue n'a rien laissé passer, eh ben, on envoie cet examen au centre de dépistage où un autre radiologue regarde à nouveau l'examen. Donc là, ça augmente les chances de ne vraiment pas passer à côté d'un cancer du sein. Donc ça peut être valable aussi pour rechercher une fracture ou rechercher une anomalie. Voilà. Si plusieurs médecins regardent l'examen, des fois,
Il y en a un qui peut avoir un doute, il va demander à un de ses confrères. Mais voilà, un radiologue, ça fait quand même près d'une dizaine d'années d'études, donc c'est fiable, normalement. Mais ouais, donc il y a ce processus quand même qui est possible de relecture, entre guillemets, de plusieurs professionnels. Si un jour un patient a un doute sur quelque chose, eh ben, il faut voir un autre médecin et qui revoit l'examen. Ça augmente les chances de ne pas passer à côté de quelque chose. Bah, merci pour ces réponses. Concernant des petits clichés ou anecdotes dont tu voudrais parler, tu as parlé donc, de s'adapter à tous les âges des patients. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as des exemples à donner? Alors, oui, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a dû faire un scanner à un tout petit bébé de, je sais pas, 4 ou 5 mois. Donc, c'est pas évident parce qu'à cet âge-là, il va pas comprendre qu'il faut pas bouger. On recherchait une fracture au niveau de son crâne parce qu'il était tombé de sa table allongée. Donc, on a éteint la lumière dans la salle du scanner. On s'est mis vraiment dans le noir. On lui a mis sa petite tétine, on a mis une petite berceuse et on a essayé de le faire s'endormir. Et comme ça, on a réussi à avoir l'examen. Il s'est endormi, le bébé, donc on a réussi à lui faire l'examen et à voir qu'il n'avait rien de cassé. Donc après, voilà, c'est une stratégie pour un bébé. Après, pour une personne âgée, on va faire autrement. On va des fois devoir retirer les boucles d'oreilles, les bijoux, les appareils dentaires, et aider les personnes vraiment. Dans toutes les situations, il faut être capable d'aider les gens, parce que notre but, c'est d'avoir un bel examen. Donc, on est là pour faire en sorte que l'examen, la personne ne bouge pas, la personne soit calme, à l'aise. Donc, on les installe aussi le mieux possible. Si quelqu'un a mal au dos, on va lui mettre des petites cales, on va lui lever les jambes, on va être là dans tous les petits détails pour essayer que la personne soit le mieux installée. Ok. Ouais, donc vous utilisez toutes les techniques les plus ingénieuses pour avoir le meilleur résultat. Voilà, c'est ça. On essaie d'être attentif et de proposer des petites astuces pour que tout le monde soit le mieux pour pouvoir réaliser des examens à but diagnostique, rechercher ce qu'il y a à rechercher. Ok. Est-ce que tu connais des clichés, par exemple, sur ta profession en tant que manipulatrice radio dont tu aimerais parler ou pas du tout? C'est-à-dire des clichés? Vraiment, comme tu l'entends, des clichés, des choses qu'on dit sur ce métier ou ce secteur, des choses, par exemple, qui pourraient décourager certains à rentrer dans le secteur médical, la radiologie, ce genre de choses. Oui, on vient de me souffler. Peut-être il y a un a priori qui serait qu'on est là juste pour appuyer sur des boutons, bougez pas, respirez pas, bip, on fait la radio. Non, c'est pas que ça. Voilà, il y a le côté relationnel qu'on a bien développé. Il y a tout le côté qui est de s'adapter à tout type de patients, jeunes, moins jeunes, les patients valides, non valides, qui ont mal. Donc, on n'est pas que des presse-boutons, des personnes qui ne parlent pas aux gens. On est vraiment là pour les accompagner, pour leur expliquer au mieux ce qu'on va leur faire, parce que ça, c'est important. Ils viennent, ils ne savent pas forcément en quoi consiste l'examen. Donc, vraiment prendre le temps de leur expliquer ce qu'on va leur faire. Si c'est douloureux, pas douloureux. On est quand même amené à poser des perfusions aux gens pour leur injecter quand même très souvent des produits de contraste pour les scanners ou les IRM. Je n'avais pas trop parlé d'IRM. Donc, voilà, tout ça, il faut leur expliquer ce qu'on leur fait. Il faut les rassurer. Et c'est important. Ok. Et est-ce que tu aurais, par exemple, des conseils à des jeunes filles, des jeunes garçons qui pensent éventuellement rentrer dans le milieu médical, mais qui hésitent, ou par exemple qui ont peur de rater le concours dont tu parlais au début, ce genre de choses? Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou voilà, des choses qu'au fil de l'expérience et des années, toi, tu as acquis et que tu aimerais faire partager à des jeunes ou collégiens ou lycéens? Je dirais que s'ils sont motivés pour
faire une profession dans le médical, accompagner des gens. Je pense que la motivation, c'est déjà une grande chose. Après, il faut bien sûr avoir les résultats scolaires qui soient pas trop mauvais non plus. C'est mieux. Après, il faut tenter. En fait, on ne peut pas savoir si on va être pris ou pas. Sur dossier, il faut tenter. Le concours, on ne peut pas savoir non plus en avance si on va le réussir ou non. Il faut essayer. Il n'y a plus de concours. Donc, sur dossier, il faut tenter. Il faut tenter. Moi, je conseillerais aux jeunes voilà, qui hésitent de tenter leur chance. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est un métier de toute façon qui a besoin de gens, qui recrutent. Ouais. S'il y a la motivation et puis des personnes qui se mettraient dans les études, dans l'apprentissage qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'au bout des 3 ans, ils n'y arrivent pas. Ok. Merci pour ces mots d'encouragement. On arrive bientôt à la fin. On va faire la carte d'identité rapidement, donc en 2 minutes, de ton métier. Est-ce que des déplacements professionnels, est-ce que ça t'arrive d'en faire ou pas du tout? Tu restes au CHU? Non, là, je ne fais pas de déplacement professionnel. On peut être amené à faire des formations. Ouais, ok. Donc, ça peut… Bon, maintenant, ça se fait souvent en visio, hein, mais ça m'est arrivé de devoir me déplacer sur Paris ou de faire 1 ou 2 journées de formation. Ça peut arriver où il y a des formations aussi internes, donc là, on ne se déplace pas, mais il peut y avoir des formations à distance, mais c'est pas forcément obligatoire. Hein. Ok. Concernant, bon, on en a déjà un peu parlé, mais les horaires, les week-ends, jours fériés, vacances. Donc, en gros, les horaires, elles sont très flexibles, c'est ce que tu disais. Tu peux travailler le matin aussi bien que le soir, les week-ends, les jours fériés. Oui, dans cette profession, il faut s'attendre à travailler un peu tout le temps, les week-ends, les semaines, les jours fériés. C'est les contraintes ou les avantages, parce qu'après, on a des jours de congé en semaine. Enfin, il n'y a pas de routine, mais les horaires, il faut être capable de s'adapter à toutes sortes d'horaires. Au niveau du relationnel, tu en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Être capable de travailler en équipe, c'est important. Ouais, ouais. De communiquer avec toutes sortes de collègues, hommes, femmes, plus jeunes, moins jeunes. Il y a un peu tous les âges qui se côtoient, donc il faut aimer travailler en équipe. Ouais, parce que du coup, toi, tu travailles jamais en solo, c'est tout le temps en équipe? Les nuits, on se retrouve seul, par exemple, ou les Ok. week-ends aussi. Les week-ends, on est effectif réduit, donc là, on est plus en travail en individuel. Mais c'est vraiment pas la majeure partie du travail. Vraiment, le plus gros du travail, c'est en équipe. J'imagine que tu préfères travailler en équipe que seul la nuit. Après, les 2 sont pas dérangeants. Être seul, on s'organise aussi différemment. Non, c'est pas un souci d'être seul non plus. Après, il faut savoir, pour passer des patients, après, on a des brancardiers qui nous aident parce que là, dans ce cas-là, pour passer des gens sur la table, on a besoin aussi d'aide quand même. Donc, à l'hôpital, on s'entraide avec voilà, les personnes qui sont là pour nous amener les gens, les brancardiers. Ok. Donc, c'est bien équilibré entre les fois où tu dois travailler seul et les fois où vous êtes en équipe. Au niveau de la rémunération, est-ce que tu voudrais en dire quelques mots? La rémunération, pour une profession qui a que 3 années d'études, moi, j'ai toujours trouvé que c'était bien rémunéré. Après, on peut s'orienter soit vers le public, soit vers le privé. Il faut faire son choix. Il y a des petites variantes dans les salaires. Chacun se renseignera, mais en tout cas, moi, je trouve que pour des études courtes, c'est une profession bien rémunérée. Ok. Bien rémunéré en débutant, ce serait combien à peu près, pour donner une idée aux jeunes? On peut approcher les 2 000 € net. Hein. Ok. Donc, 3 ans d'études, 2 000 € net. Après, sachant que quelqu'un qui est motivé pourra aussi se rajouter des astreintes, faire plus de nuits. Justement, quand on n'a pas de vie de famille, pas d'enfants, on peut encore aller de ce salaire si on est motivé pour faire encore un petit peu plus de
de jours de férié, de week-end, tout ça, ça fait des rémunérations supplémentaires. Ouais. C'est plutôt pratique donc pour une personne qui a pas, enfin, qui a beaucoup de temps libre et qui souhaiterait se donner à fond dans sa carrière, surtout en étant jeune. C'est une Ah oui, possibilité. Ok. Mm. Par rapport aux langues étrangères, est-ce qu'elles sont nécessaires dans ton métier? C'est pas le plus important, mais je dirais que c'est quand même un plus. L'anglais, évidemment, c'est quand même un sacré plus de savoir parler anglais quand on se retrouve face à des patients étrangers ou Mhm. si on veut pouvoir exercer dans d'autres pays, parce que ça, c'est aussi une possibilité. Notre diplôme, on peut passer des équivalences. Tiens, récemment, j'ai un collègue qui vient d'aller au Québec, donc avec notre diplôme, il a passé une équivalence et il est parti exercer complètement de l'autre côté de l'océan, donc pourquoi pas. Parler anglais, c'est toujours un plus. Mhm. Que les ordinateurs, le côté technique, il y a quand même souvent des mots en anglais, ça peut être très utile de les comprendre. Ouais. Par rapport à ton environnement de travail, est-ce que c'est plutôt positif, négatif? Tu le vis comment, toi? L'environnement, le côté, je vais être honnête, hein, le côté enfermé, c'est pas le côté le plus positif du travail. Parce qu'on est quand même dans des services, on n'est pas à l'extérieur, hein, il y a des services qui sont plus agréables que d'autres, on a quand même des fenêtres, des vues sur l'extérieur. Ok. Mais c'est vrai que c'est des structures, il faut aimer, on travaille en intérieur, hein, c'est sûr. Mhm. Ok. Des plus ou des moins de ton métier, du secteur, voilà, de ton quotidien. Des plus, de quoi j'ai pas parlé? Je pense que j'ai évoqué un petit peu tous les aspects, Ouais. hein. Et au niveau des points négatifs, si jamais tu as une idée. Sinon, il n'y a pas de souci. En effet, c'est vrai qu'on a un peu ratissé large, mais J'ai l'impression qu'on a fait le tour de, oui, un peu tous les aspects. ok. Je vais normalement. Donc, on arrive sur la fin. Il n'y a plus trop de questions, mais merci en tout cas d'avoir répondu aux questions des jeunes donc, en direct. Voilà, il y en a qui t'ont remercié hein, pour tes réponses. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de trouver un stage ou de trouver voilà, des outils, des conseils qui vont vous permettre de trouver votre vocation, votre voie professionnelle, n'hésitez pas à aller sur le site de MyFuture. En attendant, Audrey, il me reste plus qu'à te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Si jamais vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'alternance ou si tout a déjà été dit tout à l'heure, c'est très bien. C'est bien, oui. Non? Ok. Tout a été bien expliqué. Nickel. J'espère que ce métier, sera plus connu et que tous les jeunes qui se posaient des questions auront eu des réponses par mon intervention et puis celle de Jean-Marc. Voilà, j'espère que ça a été utile et que ça créera peut-être des envies, des vocations de faire ce métier. Ouais, c'est le but en tout cas. Merci, merci à vous tous, merci à l'équipe et du coup vous retrouverez donc une visite virtuelle donc demain de ce CHU d'Auxerre donc où il y a une multitude d'emplois, de métiers qui vous seront donc, expliqués et voilà, proposés. Merci beaucoup en tout cas Audrey, je te souhaite une bonne fin de journée et une très bonne semaine du coup puisqu'on n'est que mardi. Merci, à vous aussi, bonne semaine. Au revoir. Au revoir.